L'appel de Djefa pour quel écho auprès du président Talon, c'est le thème qu'aborde ce numéro de Faits croisés, une rubrique organisée par la télévision et Diaspora FM, amorphe et même totalement désorganisée. Il y a peu de temps, l'opposition politique semble se constituer enfin ce week-end avec la première sortie de la sortie pour la défense, la sortie de la coalition pour la défense de la démocratie, CDD. Un groupe d'hommes politiques qui n'a pas fait dans la dentelle, qui exige entre autres l'installation du corps LEPI, l'audit du fichier et la convocation d'une assise nationale entre autres. Décryptage de cette configuration, de la nouvelle configuration de l'opposition politique au Bénin. Invité pour en parler, Narcisse Ressou, bonjour. Bonjour, tranquille. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef au quotidien Palmarès, analyste politique. Face à vous, Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, merci d'être avec nous, chers amis téléspectateurs auditeurs. Vous êtes le rédacteur en chef de Diaspora FM. Et ma première question s'adresse à vous. Peut-on considérer la coalition de la défense de la démocratie née ce week-end à Djefa comme une opposition politique à Patrice Talon? Je pense que de fait, tout de go, on devrait pouvoir le dire, tout simplement parce que ceux qui composent ce conglomérat, chacun en ce qui le concerne, ont quelque chose à voir avec le chef de l'État, avec le gouvernement actuel, tout simplement. Vous prenez Sébastien Djamé-Adjavon, celui qui l'a aidé, on va dire, pour accéder à la magistrature suprême, en appelant ceux qui ont voté pour lui à donc reverser leur vote au compte du candidat Patrice Talon, parce qu'arrivé en troisième position, quelques mois seulement après, vous savez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'homme se dit qu'il ne se reconnaît plus à travers tout ce qui se fait du côté de la Marina. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président, quelqu'un qui également a bataillé fort et dur pour aider le président Patrice Talon à se faire élire. Quelques mois, on va dire après, c'est son enfant qui se retrouve dans les bras, dans le baba, pardon, aujourd'hui exilé politique, ou quelle autre dénomination devrait-on lui donner, on ne sait pas. Le résultat, c'est qu'il n'est plus maire de Cotonou, il est d'ailleurs hors du territoire national. Donc le président Nicéphore Dieudonné Soglo a quelques problèmes avec lui. Boni Yayi, qui n'est plus aux affaires, mais avec la dernière sortie des FCBE, on a compris que c'est un parti qui s'est totalement logé dans l'opposition. Albert Ivoire, lui, il n'est plus politique, mais quand même une grande personnalité de la République, ancien médiateur de la République, et vous avez suivi récemment sur les réseaux sociaux son appel au dialogue par rapport à la classe politique nationale, où il demandait au chef de l'État d'enclencher un dialogue franc avec tous les protagonistes du camp politique béninois. Un dernier nom que je voudrais citer, parmi ce lot de personnalités qui s'est retrouvé ce week-end à Djefa, Philippe Noudianoumé, qu'on ne présente plus, président du Parti communiste du Bénin. L'homme n'a jamais, tari sur les éléments qui mettent en lumière les problèmes de la gestion actuelle. Plusieurs communiqués ont jailli de par sa plume. Donc, tout ce beau monde ensemble aujourd'hui pour demander, et bien sûr, une relecture, de ce qui se passe actuellement, l'audit du fichier électoral au Bénin, une convocation d'une assise nationale pour que les gens puissent se parler. Je crois que ce beau monde ne parle pas, franchement, le même langue que le gouvernement, que Patrice Talon. Donc, on peut dire, pour répondre à votre question, que c'est des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition. Êtes-vous de cet avis, Narcisse Ressou? Oui, je partage pleinement cette analyse-là et ce point de vue. Et on ne devait même plus s'attendre au contraire, en ce sens que vous avez vu, on a peiné, Patrice Talon est à 2 ans d'exercice du pouvoir, et on a peiné à avoir l'opposition réellement dans le pays dès le début. Et on a passé pratiquement une année, excusez m'avoir enrouillé, une année pratiquement morte dans le pays et quand notre son de cloche par rapport à ce qui se passait. Donc on a passé ce désert
pendant 1 an parce que beaucoup voulaient être observateurs de la situation. Mais dans ce temps de silence, bien quasi-silence, c'est qu'ils subissaient. Parce qu'il y a exactement un an, pratiquement je dirais, que Sébastien Adjavon a failli être arrêté, ce qui voudrait dire qu'il se passait en réalité des choses en sourdine qu'on ne savait pas au cours de la première année d'exercice. Et dès la deuxième année d'exercice, quand ceux-là qui se sont retrouvés, que ce soit Soglo, que ce soit Adjavon et autres qui n'étaient même pas à ce rendez-vous, ont voulu donner de la voix, on a vu la réponse du pouvoir, on a vu les attaques. Et le dernier exemple est le cas des FCBE, à partir de février où ils ont fait leur congrès, leur grand rassemblement. On a constaté automatiquement, après ce rassemblement, les contre-coups qui devaient venir du pouvoir exécutif. Donc, aujourd'hui, on comprend aisément que c'est des gens qui sont décidés à ne plus se taire, qui n'ont pas voulu donner encore de temps. Parce que dans 1 an aussi, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Dans 1 an, il y a aussi les échéances électorales. Et vous savez, la marche du pouvoir actuel, c'est sans rétroviseur. C'est-à-dire, on nous amène dans une histoire de safran, de ravip, alors que la Cour constitutionnelle, par rapport à ce dossier, a donné son avis. Donc, on devrait déjà installer le COSLEPI. On a eu à entendre le président Adrien Mbedji, lors de l'ouverture de la session, promettre qu'il va désormais respecter. Est-ce que les décisions de la Cour constitutionnelle, est-ce que cette coalition est venue pour renforcer cette volonté? Est-ce que cette coalition trouve plutôt dans ce discours un jeu politique, un discours rien que politique, qui n'irait pas atteindre les actes, qui ne révélerait pas des actes concrets? Donc, c'est pourquoi je vois cette coalition qui est née ce samedi passé, venir sur l'échiquier politique, donner de la voix et contraindre que ce soit le pouvoir ou des institutions à rentrer dans leur rôle, puisqu'il s'appelle défense de la démocratie. Et si on doit rester dans cette définition, je crois que les sujets que je viens d'évoquer, la Cour constitutionnelle qui donne un quistus, on ne le respecte pas, l'Assemblée nationale qui tergiverse. Donc, c'est pour certainement faire une pression politique pour qu'on puisse respecter la démocratie au Bénin et la faire vivre et survivre. Ce qu'on a vu à Djefa, l'image est passée tout à l'heure, défend-il vraiment la démocratie, puisqu'on a parlé de la coalition pour la défense de la démocratie, défend-il vraiment la démocratie ou leurs intérêts? Parce que quand on observe très bien, le président Sébastien Adjavon a des difficultés avec le fils, entre autres. D'accord. Le président, l'ancien président de la République, Thomas Bouniaï, deux de ces éléments également sont en passe d'avoir des difficultés puisqu'on parle de la levée de leur immunité. Si on parle, on regarde également la position de l'ancien président, ancien maire de la ville de Cotonou et son fils qui est parti de la mairie de Cotonou dans des conditions un peu difficiles. Et quand on se bat sur ces éléments, peut-on dire vraiment que c'est pour la démocratie qu'ils se battent, c'est pour le peuple béninois qui se battent, ou carrément parce qu'ils ont des problèmes personnels avec le pouvoir en place? Écoutez, tranquille, en Valentin, nous sommes sur le terrain politique. Et ici, on ne va pas dire que tout a droit de citer, mais tout se fait suivant des intérêts. Ne nous voilons pas la face. Vous savez très bien que le terrain politique, ce n'est pas, comment dire, les bons dieux-arts qui y ont acquis droit de citer. Non, pas du tout. Il n'y a pas non plus de sincéromètre pour aller mesurer vraiment la sincérité de chacun de ceux-là par rapport à leur attachement à la vitalité de la démocratie. Ce que moi je constate simplement, c'est que l'État de droit, la démocratie bien évidemment son temps, eh bien, donne la possibilité à ceux qui ne se voient plus dans la même façon de diriger, en tout cas de se mettre ensemble pour dire leur opposition, pour dire non, pour évoquer un certain nombre d'éléments auxquels ils appellent le chef de l'État à vraiment être attentif pour que eh bien, la barque ne prenne pas de l'eau. Je crois que ce que nous avons au sein de la coalition pour la défense de la démocratie sont dans une posture du genre. Parce que eux tous ont eu à toucher à la chose politique ici au Bénin, chacun en ce qui le concerne, à différents
niveau hein, de la gestion de l'État, mais de leur niveau où aujourd'hui, de leur avis, ils ont dit il y a un certain nombre de choses qu'il faille revoir. L'audit du fichier électoral, par exemple. Le RAVIP qui est en train hein, d'avoir son cours actuellement et auquel tous ont appelé les militants à aller vraiment s'inscrire, mais ils demandent par exemple un audit de ce fichier électoral parce qu'on commence à sortir eh bien, des soupçons de la part de la société qui, ma foi, est commise pour la chose de vouloir glisser. C'est pour ça qu'ils appellent à un audit pour comprendre réellement ce qui se passe, ce qui est totalement de leur droit. Et je crois que la Constitution béninoise eh bien, le reconnaît et le recommande d'ailleurs. Si vous sentez quelque chose, vous devez attirer l'attention là-dessus pour qu'on puisse corriger afin que le peuple puisse en tirer grandement profit. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que ces messieurs ne se sont pas retrouvés par hasard. C'est en fait, comment dire, l'émanation voilà, de l'état de droit, la façon dont le pouvoir est géré aujourd'hui, qui les amène à se mettre ensemble. Et moi, mon problème, c'est celui-là. J'ai l'impression qu'on a toujours eu eh bien, ces genres de regroupements face à un pouvoir qui, ma foi, donne l'impression de ne pas leur donner eh bien, satisfaction, du moins dans le sens qu'ils veulent. Souvenez-vous, sous Boni Yayi, on a observé la même chose. Et à l'approche des élections, nous sommes à 1 an des législatives. C'est une élection majeure dans ce pays qui pourra donner une bonne clarté hein, du paysage politique et démontrer la nouvelle configuration de la classe politique nationale. Donc, il faut forcément que les uns et les autres, ceux qui ont intérêt vraiment à prendre part à ces élections, pour pouvoir vraiment arracher le plus grand nombre de sièges qu'il faut, se doivent de bâtir des stratégies. Et je pense que ce regroupement-là obéit ou entre dans ce cadre où désormais ils pourront identifier quels sont les goulots d'étranglement, quels sont les pièges à vaincre pour qu'ils réussissent vraiment à pouvoir investir l'Assemblée nationale en grand nombre. C'est vrai qu'ils ne l'ont pas encore dit, mais quand vous les voyez ensemble, c'est sûr que ce n'est pas pour vendre de la moutarde, comme le dirait l'autre. C'est pour pouvoir vraiment faire quelque chose, faire mouche, et dire à celui qui est en face, nous sommes là, et nous devons quand même de te dire ce qui ne va pas. Je vous pose la même question, là, ce serait sous, ils sont là, sont-ils vraiment là pour le peuple? Oui, ils sont là pour eux-mêmes. Je dirais tout de go d'abord qu'eux-mêmes, ils sont une partie intégrante du peuple, ils sont dans le peuple. Et ce que subit le peuple béninois depuis avril 2016, ils en sont entièrement responsables. Parce que vous savez, si vous êtes béninois, si vous voulez être honnête, aujourd'hui, vraiment, on nous a dit 2 ans de serrer les ceintures, que c'est au feu. Les 2 ans sont passés, on nous a dit que c'est un chantier. Et s'il faut faire des jeux d'image, c'est qu'on nous a dit que c'est au feu. Mais si après 2 ans, on vous dit que c'est un chantier, c'est maintenant qu'on est en train d'installer les bases, enfin la cuisine, pour mettre le repas sur le feu. Ce qui voudra dire que ce n'était pas au feu. Il n'y a pas d'espoir. Mais il n'y a quand même pas péril à la Si, il y en a. Les fonctionnaires continuent d'avoir le salaire. Difficilement. Salaire. Vous savez, maintenant, on les programme. On les programme. Avant, on payait les fonctionnaires à une date. Déjà, à partir d'une date, les salaires sont virés, les messages sont, plus on les a déjà domiciliés au niveau des banques. Avec le système bancaire, ce sont les messages qui sont envoyés. Les gens, j'étais sur un forum la dernière fois quand le monsieur, un enseignant, a jubilé parce qu'il a tellement attendu, et ça faisait objet de débat sur le forum. Et le jour où il a reçu le message, on dirait qu'il a gagné à la loterie. Il a commencé, oh, je l'ai reçu le message. Et c'est comme ça. Même au ministère des Finances, ceux qui sont là, difficilement ils ont reçu le salaire. Ils attendaient, la maison bouillonnait. Dans les couloirs, ça s'entendait. Ils espéraient. De toutes les façons, les salaires continuent d'être. Il y a difficulté de paiement. Il y a des indices. Oui. Je vous donne. Un tailleur, mon tailleur que j'appelle la dernière fois, pour le voir, et je dis, tu es à la maison? Il dit qu'il n'est plus à la maison. J'ai dit, mais pourquoi? Il a dit, bon, de venir le voir à son atelier. Je suis parti. Il m'a dit, mais il a bouffé les avances, il n'arrive plus à payer.
Et maintenant loge dans son atelier, il dort dans son atelier, il a quitté la chambre où il est là loué. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il ne va pas, ne dis pas pardon, que ça va aussi. Ah, je ne vous vois plus. Combien de fois toi tu es repassé chez moi durant tout ce temps, ces 2 ans-là? Donc c'est une chaîne, ça va mal partout. Les gens ne veulent pas reconnaître et ils sont là dans des jeux de mots, de PAG, de Bénin révélé, on est maintenant dans Bénin en chantier. Et tout ça là pour nous faire dormir pendant combien de temps? Donc je disais, pour revenir à la question, que les victimes, eux aussi ils sont victimes, même s'ils sont les coupables, parce qu'ils nous ont conduits dans ce système politique qu'aujourd'hui ils ne maîtrisent plus. Donc, étant, Dieu merci, les premières victimes à recevoir les coups en premier, avant même les populations qu'on cassait, ils ont commencé par eux-mêmes recevoir les coups politiques. Donc, aujourd'hui, qu'ils soient là pour défendre le peuple ou se défendre, nous sommes tous victimes dans le pays. Donc, ils veulent se défendre et en même temps défendre la population. On ne peut omettre cette alliance-là. Donc, dire qu'ils sont là juste pour leurs intérêts, ils sont là pour leurs intérêts, comme il a dit, nous sommes en politique, c'est toujours un jeu d'intérêt. Mais dans le même temps, eux-mêmes ils sont victimes, les populations sont victimes. Si les députés qui font le conglomérat bien fait, ce bloc-là, s'ils veulent être honnêtes avec le chef de l'État, parce qu'ils sont proches de la population, ils sont des élus, ils ont des mandats, qui les sollicitent de temps à autre et ils doivent savoir que ça ne va pas. Mais pourquoi on fait 2 ans et ces gens-là nous chantent partout que ça va bien, qu'on est sur la bonne voie, alors que c'est maintenant on dit qu'on est en chantier sur 5 ans où on a voulu faire le miracle et après on dit qu'on n'est pas là pour faire le miracle. Nous sommes cuits. Avant d'aller plus loin dans le débat, je souhaiterais quand même qu'on parle un peu de la position d'Albert Tevoidjre. Albert Tevoidjre, ancien médiateur de la République, qui a fait une déclaration publique en annonçant justement qu'il sort de la vie politique, puisqu'il est désormais dans son monastère, mais se retrouver à une table de gens où il n'y a que des politiciens. Est-ce que cela donne une bonne image de cette personnalité politique du Bénin? Oui, vous connaissez Albert Tevoidjre pour avoir vécu un peu dans ce pays. On l'a toujours vu au grand carrefour de l'histoire du Bénin. Souvenez-vous de la conférence nationale dont il a été le rapporteur. Ce rapport, je ne sais pas quel mot encore il faut utiliser pour le qualifier, qui aura quand même marqué, j'allais dire, les Béninois et le monde entier. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité, je crois, il avait dit. Après ça, on l'a vu aux côtés du président Kérékou, où il a même été ministre dans son gouvernement. Après tout ceci, l'homme a cru devoir faire naître, en tout cas créer ce poste de médiateur de la République, qu'on n'a pas voulu au début, mais qu'il a réussi à faire passer, même à l'Assemblée nationale. Donc, il faut dire que ce n'est pas un personnage banal ici, en République du Bénin. Et c'est aujourd'hui l'une des personnalités sur lesquelles repose quand même la paix. Je sais que, vraiment, dans le fond, dans l'ombre, il œuvre beaucoup pour qu'il y ait quand même la pacification au sein de la classe politique nationale. Et je me dis, si l'homme en est arrivé à se montrer en public au sein de ce regroupement, il y a quelque chose. Parce que je l'ai dit tantôt, il y a quelques jours de cela, j'ai lu sur les réseaux sociaux son appel à l'endroit du chef de l'État de pouvoir enclencher un dialogue avec la classe politique, un dialogue sincère où les uns et les autres devaient pouvoir s'écouter, se parler pour vraiment faire en sorte que la tension puisse baisser. Mais quelques jours après, je le vois au sein de ce regroupement, je me dis, l'homme peut-être est en train de passer un message. Lorsque j'ai tenté de vous parler, peut-être qu'il l'a appelé aussi, et n'obtenant pas ce qu'il veut, il veut peut-être lui dire, bon, écoutez, si vous n'écoutez pas, eh bien, nous devons utiliser les langages forts. C'est peut-être l'explication que moi je donne à sa présence au sein de ce regroupement d'hommes politiques, qui quand même sont des personnalités d'envergure. Parce que quand vous prenez le président Nicéphore Dieudonné-Soglo, c'est quand même un ancien chef d'État. Quand vous prenez le président Thomas Boni-Yahi, c'est un ancien chef d'État. Quand vous prenez Albert Tevoidjre lui-même, c'est quand même quelqu'un qui, ma foi, a marqué la classe politique nationale, qui sait, en tout cas,
faire en sorte que la tension puisse vraiment baisser. Donc, je ne vois pas encore le combat des gladiateurs s'engager, mais peut-être que c'est un regroupement pour déjà lancer une alerte au camp d'en face pour lui dire, écoute, si nous, de notre position, nous nous mettons ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, il y a une urgence à parier à quelque chose. Par conséquent, et puis vous allez voir dans leurs, comment dirais-je, recommandations, ils ont appelé à des choses, ils ont appelé à ce qu'on puisse faire des audits, on puisse s'asseoir à la convocation d'une assise nationale. Donc ici, c'est de concertation qu'il s'agit. Et justement, ceux-là se mettent ensemble. Sur cette question de la convocation d'une assise nationale, Thomas Boni-Yayi, à un moment donné, la question mais si Boni-Yayi lui-même, ça n'a pas prospéré, mais lui-même, si lui-même comprend aujourd'hui la nécessité, ça veut dire que... La même demande, quelle crédibilité peut-on lui accorder à cette demande? C'est tellement crédible que... En quoi c'est crédible? Oui, je vais vous l'expliquer. Vous savez, ceux qui sont aux affaires nous ont dupés. Ils nous ont dupés, ils ont dupé ce peuple-là. Il ne faut pas oublier que à la veille de Boni-Yayi, les Amounsou Bruno, les Joseph Djogbenou, tous ceux-là étaient dans la rue pour réclamer cette assise-là. J'ai vu une autre circulaire, bien une autre secrète, je dirais, où le ministre Pascal Koupaki demandait à Boni-Yayi de reporter les élections même constitutionnelles pour que le pays aille à une assise. Mais ceux-là ne sont-ils pas aux affaires aujourd'hui? C'est à partir de là qu'il faut poser la question. S'il a eu l'audace de demander, de briser l'ordre constitutionnel pour qu'on aille à une assise, aujourd'hui il est où? Amounsou Bruno est où? Joseph Djogbenou est où? Cette société victifile d'hier au pouvoir aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui ce n'est pas nécessaire? Là où je disais alors qu'ils nous ont dupés, tous les Béninois, et même jusqu'à la classe politique, tout le monde est conscient que nous avons besoin d'une assise. Qu'est-ce qui cloche aujourd'hui dans le pays et fait trop de frustration? On a besoin d'une assise pour parler de quoi? Quel soit le contenu de ces assises? Aujourd'hui, est-ce que le Bénin sort d'une guerre civile? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, notre exercice, notre parcours démocratique tend vers une trentaine d'années. Parcours durant lequel la démocratie béninoise a montré ses faiblesses et ses forces. Et nous ne serons pas toujours là à vouloir sauver les meubles. On dit toujours que c'est une élection d'enjeu, il y aura électricité, on frôle chaque fois le danger. Nous devons arrêter de nous faire peur, de passer des élections, même si dans tous les pays, les élections sont des moments de crise ou de haute tension, nous devons nous amener à éviter le danger, que de vouloir à chaque fois sauver les meubles. Et vous voyez la crise dans le pays, c'est par rapport à quoi? Aux réformes. Aujourd'hui, on se croit, au Bénin, on dirait que seul Patrice Talon connaît les problèmes du pays. Il est le seul parce que c'est lui seul qui mène le candidat Patrice Talon a battu campagne dans ce pays en parlant des réformes. Il dit, exactement. Si je viens au pouvoir, je vais engager dans les réformes dans tel domaine. Merci, c'est très intéressant. C'est de là où les gens nous ont prêté. Oui, c'est de là où les gens nous ont il est resté fidèle à sa promesse. Mais dans ce cas, peut-on parler de duperie? Si, je ferai des réformes, même si vous l'avez écrit dans votre projet de société, mais de quelle manière vous voulez faire réforme? La question que les gens, nous n'avions pas posée à l'époque, de quelle manière vous voulez... À qui la faute? La faute aux candidats ou aux électeurs? Alors, ce qui voudra dire que le candidat ne nous avait pas expliqué comment il ferait ces réformes. Si aujourd'hui... C'est là le piège. Justement, à ce niveau, alors, à qui la faute? Parce que jusque-là, il est resté fidèle à sa promesse. À ceux qui l'ont porté au pouvoir et à tous les Béninois aujourd'hui la faute. Oui. Et si aujourd'hui, ils voient que c'est un piège, dire réforme et ne pas nous dire comment on va l'opérer, si c'est un piège, c'est qu'il faut arrêter et discuter. Parce que ce que vous faites sans moi n'est pas pour moi, c'est ce qu'on dit souvent. Parce que ces réformes-là, s'il y a de grincements dedans... Mais ce n'est pas forcément contre vous. Non. S'il y a ces grincements dedans, c'est parce que les gens ne sont pas associés. Aujourd'hui, il y a des rumeurs qui disent, il y a une crise de confiance. Les gens ont dit que oui, il est en train d'assainir l'économie, les poches de fuite. Mais aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on ne ferme pas d'autres poches pour vider dans d'autres poches?
Il y a cette méfiance-là. Il faut rétablir la confiance. Il faut expliquer aux gens ce que vous faites. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle demande combien gagne le gouvernement, c'est-à-dire les ministres au pouvoir. Miette, on n'a pas. Quand il y a de ce genre de situation, ne nous dites pas que vous êtes en train de fermer, d'assainir. Laissez alors croire, c'est-à-dire laissez ceux qui veulent croire que plutôt vous êtes en train d'assécher d'autres poches pour vos propres poches. Laissez les gens croire cela parce que réforme que vous voulez faire pour des gens qui vont les essayer, ce qu'on oublie, Patrice Talon va partir. Les Béninois, la marche va continuer. Autant associer, les gens prennent le temps. Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui fait l'urgence pour qu'on veuille réviser la Constitution de cette façon cavalière qui a échoué? Ce sont des choses. Mais le peuple, à travers la représentation nationale, parlant bien entendu du rejet de la proposition de la révision de notre loi fondamentale, s'est exprimé. Et justement, monsieur le président de la République a-t-il besoin de consulter tout le monde avant de mettre en place ces réformes? Puisque c'est justement ces réformes qui poussent des gens à se retrouver. Oui, est-ce qu'il a-t-il besoin de faire ça? Non, puisqu'on lui a donné mandat désormais de conduire la destinée du pays. Le chef de l'État détermine et conduit la politique de la nation. Je crois que c'est la Constitution qui le dit et là-dessus, on devrait pouvoir être d'accord avec lui pour qu'il puisse vraiment impulser la marche à suivre, la dynamique nécessaire selon lui, parce qu'encore en fin de mandat, je crois qu'il sera le seul à être comptable de sa gestion. Où est-ce que le pays était, où il l'aura conduit à ce moment-là. Donc on a besoin forcément de son leadership, même si à des moments donnés, bon, il donne l'impression vraiment de ne plus vouloir écouter personne. Ceci est totalement dans ses cordes. Mais lorsque vous dirigez une nation, lorsque cette nation donne l'impression vraiment d'être très intéressée par la façon dont vous le faites, je crois que c'est quand même légitime de rechercher quelque peu son adhésion afin de pouvoir opérer ces réformes dans la quiétude totale. C'est cette adhésion-là aujourd'hui que le chef de l'État n'est pas en train d'avoir de la part du peuple et qui fait vraiment la situation que nous observons. Ça s'arc-boute. Et on a l'impression qu'il est seul à faire ces réformes pour lui et pour son propre compte, alors que non, c'est pour le peuple. Et quand c'est pour le peuple et qu'on demande vraiment qu'il puisse faire attention à certaines choses, je crois quand même qu'il doit pouvoir écouter un peu ces sons de cloche qui l'appellent, qui, ma foi, qu'on lance à sa direction. Il peut faire un arrêt pour chercher à évaluer, pour voir un peu, est-ce que je suis quand même sur la bonne voie? Est-ce que mon peuple me suit? Mais l'autre chose, étant, parce que là, on est quand même obligé de lui donner quelque peu raison. Parce que nous avons un peuple ici qui, ma foi, veut la même chose et ensuite son contraire.